Ma femme a fini par révéler son secret le plus sombre en japonais, sans se douter une seconde que je comprenais chaque mot. Cela faisait 3 ans que j'étais marié à Aiki quand elle est enfin tombée enceinte, ce qui nous a rendus fous de joie. Elle a même renoué avec sa mère après une décennie sans nouvelles. « Konnichiwa !» a lancé sa mère en débarquant. « Salut !» ai-je répondu tranquillement. En réalité, je parlais le japonais couramment, mais j'avais toujours trop honte de mon ancienne passion pour les animés et les mangas pour l'avouer, alors j'avais fait mine de rien comprendre. Pendant que Robert, son père américain, montait le berceau, je lui donnais un coup de main quand j'ai entendu la conversation. Dans la cuisine, Aiki et sa mère papotaient à toute vitesse en japonais. « Mat no kodato itaradu suru ?» a demandé sa mère. « Qu'est-ce que tu feras quand il découvrira que c'est l'enfant de Matt ?» J'ai senti ma main se figer sur le tournevis. Aiki a éclaté de rire. « Kare wa shiranai, baka dakara. Il n'en sait rien, il est trop bête. »« Tout va bien ?» m'a lancé Robert, remarquant que je m'étais arrêté. J'ai laissé ma voix trembler en répondant. C'est juste l'émotion, tu vois. L'idée de devenir papa, ça me chamboule. J'ai pris soin de parler assez fort pour que la cuisine m'entende. J'ai toujours rêvé de ce moment. De la cuisine, elles se sont mises à rire en japonais. Kawaisu, pauvre petit, yume miteiru. Il rêve. J'ai esquissé un sourire. Tu comprends? À force de voir passer des histoires d'infidélité sur TikTok, j'avais compris que la meilleure stratégie, c'était de les laisser s'enfoncer elles-mêmes. Plus je jouais l'émotion, plus elle me donnait de quoi les coincer. Les jours suivants, j'ai été irréprochable dans mon rôle. J'ai laissé traîner mon ordi portable sur des sites de prénoms pour bébés, j'ai faim de me plonger dans des livres sur la parentalité et j'ai bien pris soin qu'elle me voie. Ce week-end-là, on s'est retrouvés devant un animé, vautré sur le canapé. Un des personnages a sorti une blague en japonais et sans pouvoir me retenir, j'ai ri avant que le sous-titre ne s'affiche. Aiki m'a aussitôt jeté un regard. « Pourquoi tu ris ?» Sa voix était froide. Je n'ai pas décroché les yeux de l'écran. C'est la façon dont il est tombé, trop drôle. J'adore l'humour physique. « Sore wa hendada » a marmonné sa mère. « C'est bizarre. »« a confirmé Aiki du bout des lèvres. Quelques jours plus tard, au dîner, j'ai décidé d'en rajouter une couche. Robert découpait le rôti, les femmes mettaient la table. Vous savez, ai-je lancé d'un ton innocent en attrapant les pommes de terre. Je me disais que je pourrais essayer Duolingo pour apprendre le japonais. Ce serait sympa de comprendre un peu ce que vous vous racontez, toi et ta mère. La fourchette d'Aiki a glissé sur son assiette. Non! Elle s'est vite ressaisie, arborant un sourire forcé. Enfin, ce n'est pas la peine. C'est bien trop compliqué, tu n'y arriveras jamais. Autant ne pas perdre ton temps. Les choses sérieuses ont vraiment commencé quand j'ai eu ma promotion. Chérie, ai-je lancé en rentrant le soir, sachant que sa mère était là. Mon patron m'a appelé. Avec l'arrivée du bébé, je me suis interrompu exprès, théâtral. Je vais avoir une prime de 15 000 $. Aiki m'a sauté dans les bras. Oh mon amour, c'est formidable. Mais à peine avais-je quitté la pièce pour surveiller le repas que j'ai entendu leur échange en japonais. Jugo Sendoru, 15 000. Mato Ikidasu Dekiru. On peut en tirer plus. Ce soir-là, j'en ai rajouté. Tu sais, j'y ai réfléchi. Peut-être que je devrais prendre un deuxième boulot. Je veux ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Les yeux d'Aiki se sont illuminés. Tu ferais ça? Je pourrais faire des courses Uber après le travail, même vendre mes jeux vidéo. Peu importe, du moment que tout va bien. Elle a fini par quitter son boulot dans l'après-midi, non sans envoyer au passage un mail incendiaire à son patron, le traitant de sexiste, insultant ses collègues et qualifiant l'entreprise de nid à toxique. Elle me l'a montré, toute fière, comme si elle avait accompli un exploit. « Tu es sûr que c'était nécessaire ?» ai-je demandé, prudent. « Ça m'est égal, j'ai tout ce qu'il me faut avec toi. » Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà retrouvé Matt grâce à un détective privé et qu'il était très intéressé par l'existence du bébé, lui qui avait versé 5 000 $ pour qu'on le laisse tranquille. La réunion de famille a été mon coup de maître. J'ai proposé d'inviter toute la famille d'Aiki pour célébrer la grossesse, convaincu que l'alcool délirait les langues. « Parle-leur de Matt », a soufflé sa mère en japonais après le 3e verre de vin. Ça va les faire rire. Je m'occupais du buffet, mon téléphone enregistrant discrètement dans la poche, pendant qu'Aiki se moquait de moi avec ses cousines. Certaines rigolaient, d'autres étaient choquées. Sa tante a bien tenté de la calmer, mais Aiki était lancée. « Mata ninshin shitara, mata onaji koto suru. Si je retombe enceinte, je recommencerai. C'est là que je suis arrivé. Plateau d'amuse-bouches à la main. Sourire béat. Qu'est-ce qui vous fait rire ?» ai-je demandé. J'aimerais bien comprendre. Le silence qui a suivi était glaçant. Certaines cousines n'osaient plus croiser mon regard. « Oh, juste des discussions de filles », a bafouillé Aiki, qui était censé ne pas toucher à l'alcool. « Au sujet des bébés ?» ai-je insisté d'un air naïf. J'adore parler bébé. Même si je ne comprends pas le japonais, je ressens toute la joie. Ce soir-là, j'ai organisé un déplacement professionnel pour la semaine suivante, en prenant soin qu'Aiki sache que je serai absent 3 jours. En réalité, je restais en ville, à travailler avec mon avocat et le détective privé. Et elle ignorait aussi que le système de sécurité que je lui avais offert enregistrait l'audio dans chaque pièce.
Quand je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, elle était déjà au téléphone avec sa mère, en train d'organiser la venue de Jason, son nouveau petit ami. Le lendemain matin, j'étais dans ma voiture devant un café, mon téléphone relié à l'ordinateur, en train de sauvegarder tous les enregistrements audio sur 3 clouds différents. J'avais les mains qui tremblaient en réécoutant la voix d'Aiki qui affirmait sans détour qu'elle recommencerait si l'occasion se présentait, et j'ai dû mettre sur pause pour calmer la colère qui me serrait la poitrine. Ce n'était pas seulement la preuve de ses actes, c'était la confirmation de sa vraie nature. Pour elle, je n'étais qu'un portefeuille à exploiter, pas un mari à aimer ou à respecter. J'ai pris soin d'étiqueter chaque fichier avec la date et l'heure, en préparant un système qui me permettrait de tout retrouver facilement. L'enregistrement du repas de famille était le plus long, plus de 2 heures de bavardage en japonais, dont au moins 15 minutes consacrées à parler de maths et du bébé. J'avais pris soin de noter les passages les plus importants dans un document à part, en traduisant les moments clés et en indiquant précisément l'heure à laquelle Aiki, ou sa mère, avait prononcé quelque chose de particulièrement accablant. Une fois tout ce travail de tri terminé, il était presque midi et mon café avait eu le temps de refroidir. J'ai alors composé le numéro de Maria Whittaker pour joindre son cabinet, le cœur serré à l'idée de devoir confier tout ça à une inconnue. Elle a répondu dès la 2e sonnerie, d'une voix vive et professionnelle qui m'a tout de suite mise en confiance. Je lui ai expliqué que je disposais d'enregistrements réalisés pendant la fête de famille et que j'avais également de nouveaux éléments concernant Jason. Elle m'a simplement dit d'apporter tout ce que j'avais et de passer la voir à 15 heures. Sa façon factuelle de parler, comme si je n'étais qu'un dossier de plus parmi d'autres et non une vie en miettes, m'a permis de reprendre un peu mon souffle. J'ai passé les 2 heures suivantes dans ce café à relire méthodiquement mes notes, pour être certain de pouvoir présenter chaque extrait dans son contexte sans me laisser submerger par l'émotion. Il fallait que j'expose la logique de cette histoire, que je fasse apparaître le schéma de la tromperie plutôt que de venir déverser ma colère sur son bureau. Le cabinet de Maria était situé dans une galerie commerciale, coincé entre un pressing et un cabinet comptable, une banalité presque réconfortante pour le genre de démarche que j'entreprenais. À l'intérieur, des murs tapissés de diplômes et de photos de paysages anonymes, et Maria, installée derrière un bureau croulant sous les dossiers et un ordinateur portable taché de café. Elle devait approcher la 50aine, les cheveux courts, gris, des lunettes suspendues à une chaîne dorée autour du cou. Elle m'a fait signe de m'installer pendant qu'elle attrapait son bloc-notes. Je lui ai fait écouter une sélection d'extraits des conversations en japonais, m'arrêtant à chaque fois pour traduire et préciser qui s'exprimait. Elle prenait des notes d'une écriture précise et rapide, me demandant parfois de repasser un passage ou de clarifier une expression. Au moment où je suis arrivé à la scène où la tante d'Aiki cherchait à la faire taire en plein milieu de la fête, Maria a levé les yeux et m'a interrogé « Est-ce que d'autres membres de la famille avaient l'air gênés par ce qui se disait ?» Je lui ai parlé des cousins qui, ensuite, évitaient mon regard et elle a noté ce détail d'une petite étoile dans la marge. Elle a fini par poser son stylo pour m'expliquer que, même si les enregistrements risquaient de ne pas être recevables devant un tribunal d'après la législation locale, ils demeuraient extrêmement utiles pour reconstituer le contexte général et identifier d'éventuels témoins. Elle a ajouté que les juges se méfiaient en général de ce genre d'enregistrement, surtout dans le cadre d'une procédure de divorce, et qu'il fallait donc être stratégique sur ce que nous choisirions de présenter et à quel moment. À ces mots, j'ai senti la frustration monter, moi qui m'étais tant donné de mal pour rassembler ces preuves, mais elle m'a coupé net d'un geste rassurant. Ce n'est pas parce que ces enregistrements ne pourront pas forcément être utilisés au tribunal qu'ils n'ont aucune utilité. Ils nous permettent de savoir qui était au courant et quand, ce qui veut dire qu'on peut bâtir un dossier solide à partir de messages, de relevés bancaires, de témoignages, sans dépendre uniquement de la surveillance. Elle m'a conseillé de privilégier ces pistes-là, en me servant des enregistrements comme d'un fil à tirer, pour mettre la main sur des preuves réellement exploitables, plutôt que de faire reposer tout le dossier dessus. J'ai compris la sagesse pragmatique de son approche, même si une partie de moi rêvait de balancer simplement les enregistrements devant le juge et d'observer la réaction d'Aiki au moment où la vérité éclaterait. Le soir venu, j'ai continué à jouer mon rôle auprès d'Aiki, présent mais en retrait, répondant à ses questions sur ma journée par quelques banalités sur le travail et les échéances à venir. Elle faisait défiler des sites de mobilier pour bébé sur sa tablette, me demandant mon avis sur des lits à barreaux qui, à mes yeux, se ressemblaient tous, et je donnais un avis poli sans vraiment m'impliquer. Chaque mot qu'elle prononçait me donnait la sensation de vivre dans une sorte d'univers parallèle, comme si j'assistais à une pièce dont je connaissais déjà la fin, à la différence des autres acteurs. Elle m'a montré une table à langer qui lui plaisait. J'ai hoché la tête, pensant que je n'utiliserais sans doute jamais aucun de ces meubles. Le fossé entre ce qu'elle croyait vivre et la réalité me donnait mal à la tête, mais je me forçais à garder un air impassible et une voix posée. Quand elle m'a demandé si ça allait, je lui ai simplement dit que j'étais fatigué par la journée, et elle s'est contentée de cette explication sans chercher à en savoir plus. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin avec Wallace Greco, un avocat en droit de la famille recommandé par Maria, spécialiste des divorces compliqués avec contestation de paternité. Lors de notre entretien téléphonique, il avait été très méthodique, me posant des questions précises sur le calendrier de la grossesse d'Aiki, sur le moment où j'avais commencé à avoir des doutes et sur les éléments de preuve déjà rassemblés.
Il m'a clairement expliqué ses honoraires et m'a demandé d'apporter tous nos relevés bancaires, notre certificat de mariage et tous les documents concernant la grossesse. J'ai passé la soirée à trier ces papiers dans des chemises étiquetées, à reconstituer la chronologie des événements depuis le retour de la mère d'Aiki dans sa vie jusqu'à la venue prévue de Jason lors de mon faux déplacement professionnel. Ce travail de classement méthodique me donnait enfin le sentiment d'agir concrètement, au lieu de me laisser engloutir par mes émotions. Le cabinet de Wallace se trouvait dans une tour du centre-ville, avec un hall qui sentait la moquette fraîchement nettoyée et une musique d'ascenseur discrète en fond sonore. Son calme professionnel m'a tout de suite mis à l'aise, entre sa poignée de main assurée et le café qu'il m'a proposé avant de commencer. Il a pris le temps d'examiner chaque document, posant les bonnes questions, prenant des notes sur son carnet. En abordant la question des enregistrements, il m'a expliqué que les démarches pour contester une paternité étaient d'autant plus efficaces qu'elles étaient engagées juste après la naissance, avant même d'avoir signé l'acte de naissance ou une reconnaissance. Il m'a averti que les conversations enregistrées en japonais risquaient fort d'être écartées du dossier et pouvaient même se retourner contre moi si le juge y voyait une forme de surveillance malveillante. À cette idée, j'ai senti ma mâchoire se contracter, mais il a croisé mon regard et m'a assuré qu'il comprenait parfaitement ma frustration. Il faut simplement que vous ayez conscience du contexte juridique dans lequel on se trouve. Wallace m'a alors expliqué, étape par étape, la procédure à suivre. D'abord une séparation officielle, puis une contestation de paternité une fois l'enfant né et les résultats ADN connus. Il a précisé que les tests de paternité prénatale existaient, mais que la justice préférait attendre la naissance pour que la démarche soit recevable, ajoutant que tout test effectué avant ne servirait qu'à titre informatif pour moi. Je lui ai demandé comment protéger mes finances en attendant, et il m'a conseillé d'ouvrir un compte bancaire à mon nom et de conserver un relevé précis de toutes les dépenses du foyer. Il m'a expliqué qu'en tant que mari avant toute procédure, j'avais parfaitement le droit de transférer la moitié des économies communes sur mon compte personnel, et qu'il fallait agir sans tarder pour ne pas laisser à Aiki l'occasion de vider les comptes si elle devinait que j'étais au courant. Il m'a aussi recommandé de tenir à jour chaque dépense qu'elle faisait, histoire de constituer une trace écrite de ses habitudes et de sa dépendance financière. Ce jour-là, j'ai donc ouvert un nouveau compte dans une autre agence où personne ne me connaissait pour ne pas attirer l'attention d'Aiki. J'ai transféré à l'euro près la moitié de notre épargne, un peu plus de 11 000 €, et j'ai ressenti une forme de satisfaction froide d'avoir posé ce geste concret. J'ai aussi commencé un fichier Excel où je notais tous les achats pour le bébé, chaque ticket de caisse, chaque facture d'électricité. Me plonger dans cette gestion presque chirurgicale me permettait de reprendre un peu de contrôle, de bâtir un dossier solide plutôt que de sombrer dans la douleur. Chaque ligne ajoutée était une pièce de plus à verser au dossier si tout devait exploser. J'ai créé des formules pour comparer les dépenses actuelles avec celles de l'époque où elle travaillait encore, dessinant peu à peu un tableau clair de sa dépendance. Le soir venu, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu Aiki discuter en japonais avec sa mère au téléphone. La voix pressée. Je me suis rapproché discrètement, prétextant une vérification dans le placard, et je l'ai entendu dire qu'elle pensait transférer de l'argent sur le compte de sa mère, au cas où. Je me suis senti glacé en comprenant qu'elle envisageait déjà de cacher des fonds, ce qui signifiait qu'elle se doutait peut-être que quelque chose m'échappait, ou sentait tout au moins une tension entre nous. Je me suis promis d'en parler à Wallace lors de notre prochain rendez-vous et de surveiller de près les mouvements sur nos comptes pour détecter toute anomalie. Savoir qu'elle préparait déjà sa défense m'obligeait à rester en avance sur elle, à poursuivre la collecte de preuves avant qu'elle ne tente d'effacer ses traces ou de retourner la situation. J'ai attendu qu'elle s'endorme, passé minuit, pour allumer mon ordinateur dans le bureau et accéder au panneau d'administration du routeur grâce au mot de passe que j'avais défini à notre emménagement, un code qu'elle n'a jamais connu. Les historiques de connexion se sont affichés lentement, rangés en liste d'adresses IP et d'horaires. J'ai fait défiler, cherchant un motif, jusqu'à ce que je tombe dessus. Depuis 3 semaines, des appels vidéo, toujours entre 23h et minuit, après que je sois couché. L'adresse IP de destination ne changeait pas, le lieu restait inconnu, les sessions duraient entre 30 et 45 minutes. J'ai pris soin de capturer chaque entrée, de les ranger dans un dossier caché sur mon bureau, puis de les envoyer à Maria avec un message bref, lui demandant de tracer l'IP pour vérifier si elle appartenait à Jason. J'avais les mains qui tremblaient légèrement en appuyant sur « Envoyer », une preuve de plus à l'abri. Maria m'a répondu le lendemain après-midi pendant que j'étais au travail. L'adresse IP menait à un appartement à l'ouest de la ville. Elle avait déjà consulté l'annuaire des résidents. Jason Martinez, 28 ans, appartement 3B. Elle avait aussi mené une rapide enquête. Il travaillait dans la vente pour une boîte tech du centre, aucun antécédent judiciaire, célibataire selon ses réseaux sociaux, où il affichait des selfies à la salle de sport et des photos de son chien. Je me suis isolé dans ma voiture à la pause déjeuner pour lire son mail, tentant de réaliser dans quel imbroglio j'étais plongé. Aiki était enceinte de Matt, mariée avec moi, et déjà en train de préparer la suite avec Jason. C'en était presque risible, si ça n'était pas en train de ruiner ma vie. J'ai transféré les infos de Maria sur ma boîte mail de secours et j'ai précisé les éléments concernant Jason dans mon tableau Excel. Ce même soir,
J'ai cherché en ligne des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes liés à la trahison et la préparation au divorce. Je suis tombé sur le profil de Devorah Gray sur un site de conseil. Ses diplômes affichés à côté d'une photo d'une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris et regard bienveillant. Le formulaire d'admission était minutieux, posant des questions sur mon état émotionnel, d'éventuelles pensées sombres ou violentes, mon entourage, mes attentes en thérapie. Je l'ai rempli sincèrement, garé sur un parking de supermarché, inscrivant sur mon téléphone que j'étais en colère et blessé, mais pas dangereux. Simplement désespéré de trouver un espace pour gérer la situation sans craquer ni perdre pied. J'ai envoyé le formulaire et reçu une réponse automatique, me promettant un contact sous 24 heures pour fixer un rendez-vous. Le cabinet de Devorah m'a rappelé le lendemain matin et j'ai pris rendez-vous pour une première séance le jeudi suivant. Le jour venu, j'ai quitté le travail plus tôt et me suis rendu dans un immeuble discret près de l'hôpital. La salle d'attente était sobre, des fauteuils confortables, quelques magazines que personne ne lisait, ce genre d'endroit impersonnel qu'on pourrait retrouver chez un dentiste ou un comptable autant que chez une psy. Devorah m'a accueilli à la porte, m'a serré la main et m'a invité à entrer dans son bureau où 2 fauteuils se faisaient de face, séparés par une petite table. Je me suis installé et j'ai commencé à raconter. Tout est sorti d'un coup. Elle m'a écouté sans jamais m'interrompre, notant parfois quelques mots, le visage ferme mais attentif. Lorsque j'ai terminé, elle m'a demandé ce que je cherchais vraiment à accomplir en rassemblant toutes ces preuves. Je lui ai répondu que mon objectif était de dévoiler la vérité sur Aiki devant toute sa famille, pour que tout le monde découvre ce qu'elle avait fait. Devorah a hoché la tête lentement avant de me demander si cela m'aiderait à avancer ou si je ne faisais qu'alimenter ma colère. Sa question m'a frappé bien plus fort que je ne l'aurais imaginé, pesant lourdement sur ma poitrine pendant le reste de la séance et jusque chez moi. Je n'avais aucune réponse satisfaisante. La semaine suivante, j'ai commencé en douce à sortir quelques affaires de la maison pendant mes pauses déjeuner. J'ai loué un box à l'autre bout de la ville, un de ces espaces climatisés à portes roulantes et éclairage au néon. J'ai commencé par les albums photos de mes parents, ces vieux livres en cuir que ma mère avait gardés précieusement des années durant. Ensuite, j'ai pris les lettres que mon père écrivait à ma mère quand ils étaient jeunes, soigneusement rangées dans une boîte à chaussures au fond du placard. J'ai embarqué quelques meubles hérités de mes grands-parents, de petits objets qui tenaient dans le coffre de la voiture. Chaque aller-retour donnait l'impression de démanteler petit à petit la vie que j'avais cru construire, mettant à l'abri des fragments de mon histoire avant qu'ils ne soient emportés dans la tempête à venir. À chaque objet rangé dans le box, je prenais une photo, histoire de garder un inventaire numérique au cas où il faudrait plus tard prouver ce qui m'appartenait. Le jeudi soir, Aiki a remarqué que la photo du mariage avait disparu. Elle dépoussiérait les étagères du salon et s'est arrêtée devant l'espace vide où la photo de mes parents trônait depuis 2 ans. Elle m'a appelé, l'air détaché mais intrigué, pour savoir où elle était passée. Je suis sorti de la cuisine pour lui dire que j'avais emmené le cadre se faire réparer, que le coin se décollait et que je ne voulais pas risquer qu'il tombe et casse la vitre. Elle a accepté l'explication sans broncher, a hoché la tête et est passée à autre chose. Cette facilité à avaler mon mensonge reflétait exactement la manière dont elle me trompait depuis des mois, et j'ai ressenti une sorte de satisfaction amère à retourner ses propres armes contre elle. En réalité, la photo était soigneusement emballée dans du papier bulle, rangée dans une boîte au nom de mes parents, à l'abri dans mon box. Le vendredi, Maria m'a appelé avec des nouvelles de Matt. Elle avait pris rendez-vous avec lui sous un prétexte un peu flou, histoire de demander son avis sur une question juridique, sans évoquer Aiki au départ. Matt avait accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville le samedi matin, et Maria m'a proposé d'y assister discrètement, d'observer la scène de loin pour voir ses réactions sans qu'il se doute de ma présence. J'ai accepté tout de suite, en lui demandant comment me fondre dans le décor. Maria a éclaté de rire et m'a dit que des lunettes de soleil et une casquette suffiraient, tant que je restais assez éloigné pour ne pas attirer l'attention. Le samedi matin, je suis arrivé au café avec 20 minutes d'avance et j'ai choisi une table 3 rangs derrière celle où Maria devait s'installer. J'avais ma vieille casquette vissée sur la tête, des lunettes noires et un journal ouvert devant moi, comme si je lisais tranquillement. Matt est arrivé pile à l'heure, grand gaillard dans la trentaine, polo et pantalon beige, l'air assez tendu en cherchant Maria du regard. Elle lui a fait signe, il l'a rejointe près de la fenêtre, ils se sont salués et se sont assis. Même à cette distance, je pouvais lire facilement son langage corporel. Au début, il semblait perdu, calé au fond de sa chaise, les bras croisés. Puis, j'ai vu que Maria avait mentionné le nom d'Aiki. Sa posture a changé d'un coup. Il s'est penché en avant, passant sans arrêt la main dans ses cheveux, ses jambes s'agitaient sous la table, signe évident de nervosité. Il ne cessait de secouer la tête, la bouche animée, et à un moment, il a enfoui son visage dans ses mains. Après environ 40 minutes, Maria s'est levée et lui a serré la main, puis Matt est parti d'un pas rapide, comme s'il voulait s'éloigner au plus vite. J'ai attendu 5 minutes avant de rejoindre Maria, prenant la place que Matt venait de quitter. Elle m'a fait un résumé rapide, à voix basse. Matt avait tout reconnu, la liaison, les $5 000, tout. Il avait expliqué qu'Aiki lui avait dit s'en occuper.
Il avait compris que cela signifiait soit un avortement, soit faire passer l'enfant pour celui de son mari. Il avait été visiblement choqué d'apprendre qu'elle comptait finalement garder le bébé et que j'étais sur le point de tout découvrir. Maria avait enregistré l'échange avec l'accord de Matt, précisant que ces déclarations pourraient servir de preuve solide si besoin. Elle m'a tendu une carte de visite avec un code au dos en m'expliquant que c'était le mot de passe pour accéder à l'enregistrement audio sur son serveur sécurisé. Ce soir-là, je suis resté debout dans la salle de bain une fois Aiki couché, fixant mon reflet dans le miroir et tentant de répéter ce que je pourrais lui dire le moment venu. J'imaginais le choc sur son visage quand elle comprendrait que je parle japonais, que j'avais compris chacun de ses mots, même les plus moqueurs. Je me voyais lui faire écouter les enregistrements, lui montrer les preuves, l'obliger à faire face à la réalité de sa trahison. Mais à chaque fois, tout sonnait faux, trop théâtral, comme si je jouais une scène, ou au contraire plaintif, incapable de trouver le mot juste pour exprimer ce que je ressentais sans partir dans tous les sens. J'ai tenté différentes approches, calme et détaché, en colère et accusateur, blessé et trahi, rien ne sonnait vrai. Au bout d'une heure, j'ai lâché l'affaire et me suis couché, restant éveillé dans le noir à côté d'Aiki endormi, à ruminer des dialogues impossibles dans ma tête. Le lendemain matin, Wallace m'a appelé alors que je préparais le café. Je suis allé dans le garage pour prendre l'appel. Il n'a pas tourné autour du pot. Il voulait savoir où j'en étais avec le déplacement professionnel et le système de sécurité dont je lui avais parlé. Puis il m'a lâché quelque chose qui m'a glacé le sang. Il m'a mis en garde. Il fallait absolument faire attention à la législation sur les enregistrements audio dans notre État. Certains imposent le consentement des deux parties. Si notre État exigeait cet accord mutuel, tout ce que j'avais enregistré pouvait être illégal, et je risquais des poursuites graves, ce qui ruinerait totalement mon dossier, voire m'envoyer derrière les barreaux. Je me suis assis, soudain pris d'un vertige, sur ma boîte à outils. Jamais je n'aurais imaginé que toutes mes preuves puissent se retourner contre moi et me mettre hors la loi. Cette idée ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Wallace m'a dit qu'il allait vérifier la législation exacte de notre État et qu'il me rappellerait dans la journée, mais qu'en attendant, il valait mieux arrêter immédiatement tout enregistrement. J'ai passé le reste de la matinée à fouiller Internet, à décortiquer articles de loi et forums spécialisés, tentant de comprendre la différence entre le consentement d'une seule partie et celui des deux. Mes mains tremblaient à force de défiler, page après page, tout ce jargon juridique. Vers midi, enfin, j'ai trouvé la réponse. Notre État n'exigeait le consentement que d'une seule personne, ce qui me permettait d'enregistrer légalement les conversations auxquelles je participais ou qui se déroulaient chez moi. Le soulagement a été tel que j'ai dû poser la tête sur mes genoux pour reprendre mes esprits. Wallace m'a rappelé 1 heure plus tard, confirmant ce que j'avais découvert, tout en me glissant un avertissement qui a atténué mon soulagement. Il m'a expliqué que même si les enregistrements étaient autorisés, certains juges pouvaient mal les interpréter si cela ressemblait à du harcèlement ou à une tentative de piéger son conjoint. Il m'a conseillé de rester intelligent sur ce que j'enregistrais et sur la façon de le présenter devant le tribunal. Le but était de documenter des faits réels, pas de pousser Ike à dire ou à faire ce qu'elle n'aurait pas fait d'elle-même. Je lui ai promis que je l'avais compris, que ces enregistrements me serviraient uniquement à capter ce qui se passerait naturellement lors de mon faux déplacement. 2 jours plus tard, pendant qu'Ike était chez le médecin, j'ai installé le système de sécurité. De petites caméras discrètes dans le salon, la cuisine et le couloir, toutes cachées dans du matériel qui avait l'air tout à fait banal. L'installation m'a pris près d'1 heure et demie. J'ai testé chaque appareil à 2 reprises, vérifiant que le son était assez bon pour tout capter. Quand Ike est rentré, je lui ai présenté le nouveau système avec un sourire que j'ai voulu à la fois enthousiaste et fier. J'ai ouvert l'appli sur mon téléphone, lui montrant comment on pouvait surveiller la maison à distance, consulter les images en direct, recevoir des alertes. Je lui ai expliqué qu'avec l'arrivée du bébé, je voulais que tout soit le plus sûr possible, surtout quand je serais absent. Elle m'a souri, m'a serré contre elle et a dit que ça la rassurait beaucoup de savoir qu'on était protégés. Elle n'avait pas la moindre idée qu'elle venait d'approuver sa propre surveillance. Ce soir-là, alors que nous dînions tranquillement, Ike a soudain saisi son ventre avant de pousser un cri aigu. Elle est devenue livide, s'est penchée sur sa chaise. Ma fourchette est tombée dans mon assiette tandis que je me levais d'un bond, oubliant en un instant ma colère et tous mes plans. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a répondu qu'elle avait des douleurs aiguës, bien pires que tout ce qu'elle avait ressenti jusque-là. J'avais déjà attrapé mes clés et son sac, lui disant qu'on filait à l'hôpital immédiatement. Je l'ai aidée à rejoindre la voiture, la tenant par la taille, alors qu'elle haletait à travers ce qui ressemblait fort à des contractions. La route jusqu'aux urgences n'a duré qu'1 douzaine de minutes, mais j'ai eu l'impression d'y passer des heures, les mains crispées sur le volant, les jointures blanches, à écouter Ike essayer de contrôler sa respiration. À l'hôpital, ils l'ont prise en charge tout de suite, installée dans un fauteuil roulant et emmenée directement en consultation. J'ai fait les 100 pas devant sa chambre, tiraillé entre l'inquiétude pour elle et le chaos de notre situation. Au bout d'1 demi-heure, un médecin est venu m'expliquer qu'il s'agissait simplement de douleurs ligamentaires, pas d'un début de travail, une affection fréquente et sans gravité, due à l'étirement des ligaments qui soutiennent l'utérus.
Il préférait la garder en observation 1 heure de plus par précaution, mais il n'y avait aucun danger pour le bébé ou pour elle. J'ai ressenti à la fois du soulagement et de la confusion, comme un coup sur la tête. Je me sentais vidé. Plus tard, dans la salle d'attente, je me suis affalé sur une chaise en plastique, regardant Ike somnoler à côté de moi, sa main posée sur son ventre comme pour veiller sur le bébé même en dormant. Quelque chose s'est noué en moi, un mélange étrange de tendresse et de trahison qui m'a serré la gorge. C'était tout de même quelqu'un avec qui j'avais partagé 3 ans, que j'avais aimé et avec qui j'avais fait des projets, même si, au fond, cette personne n'était peut-être jamais vraiment celle que j'imaginais. Ressentir en même temps le besoin de la protéger et une colère noire m'épuisait plus sûrement que la colère seule. Sous la lumière crue de l'hôpital, elle paraissait minuscule, vulnérable, et je détestais qu'une part de moi tienne encore à elle après tout ce qui s'était passé. Le lendemain après-midi, Robert a appelé pour prendre des nouvelles d'Ike, après que sa mère lui avait parlé de notre passage à l'hôpital. Son inquiétude était sincère. Il voulait savoir si elle allait bien, si le bébé aussi. Je l'ai rassuré en lui expliquant que, médicalement, tout allait bien, que ce n'était qu'une mauvaise frayeur. Plus la conversation avançait, plus je sentais un poids me nouer l'estomac, conscient que Robert serait dévasté le jour où il apprendrait la vérité. Depuis le début, il n'avait été que gentil avec moi, m'aidant à monter le berceau, m'accueillant comme un membre de la famille, se réjouissant à l'idée d'être grand-père. Imaginer la discussion où je devrais lui annoncer que ce petit-fils n'était pas vraiment le sien me rendait malade rien que d'y penser. Il ne méritait pas cette trahison, pas plus que moi. 3 jours plus tard, j'ai retrouvé Wallace dans son bureau pour mettre au point la stratégie autour de mon faux déplacement. Il a déroulé une chronologie sur son bureau et m'a détaillé le scénario prévu sur ces 3 jours. Il a bien insisté à plusieurs reprises. Il était crucial que je ne confronte jamais Ike pendant mon absence, peu importe ce que je verrais ou entendrais via les caméras. Mon seul objectif était de récolter des preuves, de la laisser dévoiler d'elle-même ses intentions avec Jason, sans pression ni soupçon de ma part. Wallace m'a expliqué que toute confrontation ou tentative de prise sur le fait risquait d'être interprétée comme un piège ou du harcèlement, ce qui affaiblirait considérablement notre dossier. Je n'avais qu'à observer, tout consigner et me fondre dans mon rôle de salarié en déplacement. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai annoncé à Ike que je devais partir la semaine suivante. Je lui ai raconté que mon patron m'avait inscrit, des mois plus tôt, à une formation obligatoire dans une ville à 3 heures d'ici et qu'il m'était impossible d'y couper. Elle s'est contentée de 2 ou 3 questions sur mes horaires de départ et de retour, puis, visiblement soulagée, elle a hoché la tête avant de se replonger dans son assiette. Ce soulagement m'a blessé, tout en validant ce que je pressentais déjà. Elle était déjà en train d'échafauder 1000 plans pour ces 3 jours, déjà à espérer la venue de Jason, déjà impatiente de me voir partir. La veille de ce faux départ, j'ai préparé ma valise dans la chambre pendant qu'Ike regardait la télé au salon, en prenant soin d'y glisser assez d'affaires et de produits de toilette pour que tout paraisse crédible, alors que je n'allais qu'à 20 minutes de là, dans un hôtel. Au matin, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, d'un geste mécanique, sans chaleur, comme on le fait quand l'habitude a pris le dessus sur les sentiments. Elle m'a lancé « Conduis prudemment et envoie-moi un message quand tu es arrivé », d'un ton si léger que ça m'en a retourné l'estomac. J'ai roulé jusqu'à un hôtel à l'autre bout de la ville, pris une chambre à mon nom et installé mon ordinateur sur le bureau pour surveiller les images des caméras. L'endroit était banal, impersonnel, mur beige, vue sur le parking. Mais ça ferait l'affaire. 3 heures à peine après mon départ, j'ai vu Aiki sur le flux vidéo attraper son téléphone pour appeler sa mère. Elle parlait en japonais à toute vitesse et j'ai monté le son pour ne rien perdre. Aiki racontait à sa mère que Jason viendrait le lendemain soir, que tout était calé. Sa mère, un peu inquiète, lui a fait remarquer que mon comportement lui semblait étrange et qu'elle ferait bien de se méfier. Mais Aiki a balayé ça d'un rire, disant « Il est beaucoup trop idiot pour comprendre quoi que ce soit. Il doit juste paniquer à l'idée de devenir père et n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. » La mère s'est contentée de cette explication et elles ont continué à discuter cuisine et préparatifs pour Jason. J'ai refermé l'ordinateur et fixé le mur triste de la chambre, laissant résonner ses paroles avant de tout consigner et d'envoyer mon rapport à Wallace. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordi pro, lancé mes outils à distance, jonglé entre tableur et rapport sur un écran alors que les flux vidéo défilaient de l'autre côté. Toutes les heures, je jetais un œil aux caméras pour observer Aiki, qui vaquait à ses occupations comme si elle répétait une pièce dont je connaissais déjà la fin. Vers 9h, elle a préparé le petit déjeuner en consultant son portable à la table de la cuisine. Elle a passé l'après-midi devant la télé, je voyais les reflets d'une émission de télé-réalité sur l'écran. Vers 13h, elle a réchauffé des restes et les a mangés debout au comptoir. À 15h, appel vidéo sur son ordinateur portable. J'ai zoomé pour essayer de voir avec qui elle riait, mais impossible de distinguer le visage. Toute la journée s'est déroulée dans une routine si banale, si morne, que ça en devenait presque douloureux.
C'était ma femme, qui menait sa petite vie tranquille à la maison, sauf qu'elle attendait la visite d'un autre homme et que moi, je la regardais vivre comme si c'était une inconnue. J'avais l'impression de regarder une actrice avec le visage d'Aiki, sans savoir qui se cachait derrière. Vers 18h, j'ai fermé les dossiers, pris la voiture pour mon rendez-vous chez la psy, décidé à me déplacer jusqu'au cabinet de Devora plutôt que de l'appeler, comme d'habitude. Son bureau sentait la lavande, elle m'a accueilli avec son calme habituel, et on s'est installé dans la lumière douce, bercé par le fond sonore de la machine à bruit blanc. Je lui ai parlé de la surveillance, de mes journées entières, à épier Aiki à distance, à écouter ce qu'elle disait sans qu'elle s'en doute, et de mon attente fébrile de l'arrivée de Jason pour documenter le tout en vue du divorce. Devora a écouté sans rien dire, puis m'a demandé ce que je ferais si les preuves n'étaient pas aussi évidentes que je l'espérais. Sa question m'a pris au dépourvu, car je n'y avais même pas songé. J'étais tellement focalisé sur la scène du flagrant délit que je n'avais pas envisagé la possibilité que Jason vienne juste dîner et regarder la télé. Et s'il n'y avait rien de vraiment accablant, juste une banale histoire d'infidélité. Devora s'est penchée légèrement vers moi et a changé toute ma perspective. Elle m'a suggéré que je menais tout cela comme une mission de vengeance, alors qu'en réalité, je cherchais surtout à me protéger, à ne pas me retrouver lié à l'enfant d'un autre, ni sur le plan légal, ni sur le plan financier. Elle a ajouté que réunir des preuves, ce n'était pas une question de revanche, mais de vérité, pour pouvoir décider de mon avenir en toute connaissance de cause. Sa façon de voir les choses m'a soulagé. Je me sentais moins comme un mari suspicieux, plus comme quelqu'un qui prend simplement des précautions pour ne pas être piégé. Je ne cherchais pas à détruire Aiki, juste à ne pas être broyé par ses mensonges. Quand j'ai quitté son cabinet ce soir-là, je me suis senti plus solide que je ne l'avais été depuis des semaines, presque légitimé dans ma démarche, débarrassé de la culpabilité qui me rongeait. Le deuxième jour de ce faux déplacement a commencé par du télétravail et la surveillance des caméras. Je répondais à des mails, participais à une visioconférence, tout en gardant un œil sur la maison. Ce jour-là, Aiki semblait pleine d'énergie. Elle a nettoyé la cuisine, fait tourner des machines. Vers 17h, elle s'est douchée, a choisi une tenue plus soignée, ce qui a suffi à accélérer mon pouls, car je savais ce qui se préparait. À 19h pile, la caméra de la sonnette a filmé Jason s'approchant de notre porte, les bras chargés de sacs en papier qui ressemblaient à des plats à emporter et une bouteille de vin coincée sous le bras. J'ai vu Aiki ouvrir la porte, puis Jason l'a embrassée là, juste sur le seuil. Ce n'était pas un simple baiser furtif, mais un vrai baiser, long, appuyé. Sa main s'est posée sur son ventre arrondi, comme s'il avait tous les droits du monde. Ils sont entrés dans le salon et j'ai changé l'angle de la caméra pour les suivre. Ils se sont installés sur le canapé, ont sorti le dîner, clairement chinois vu les boîtes, et leur attitude, leur proximité évidente, montraient une vraie complicité. Ils se penchaient l'un vers l'autre, piochaient dans la même assiette, partageaient tout naturellement. Ce n'était pas le malaise d'un premier rendez-vous, ni la nervosité d'une aventure secrète, mais bien deux personnes habituées à ces moments, sûrement 1000 fois déjà. Ils rejouaient la famille parfaite, chez moi, sur mon canapé, à ma table basse, comme si c'était leur quotidien. Je les ai observés manger et discuter près d'1 heure, sans entendre un mot, mais en voyant à quel point ils semblaient à l'aise, en confiance. À la fin, j'ai refermé le portable, la gorge nouée, les mains tremblantes. Cette intimité ordinaire, vue ainsi, c'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti, tournant en rond sur le parking de l'hôtel dans la nuit glaciale. Des voitures passaient sur la nationale et j'essayais de contrôler ma respiration, me répétant que j'avais besoin de ces preuves, de ce dossier pour le divorce, la contestation de paternité, tout ce qui allait suivre. La douleur que je ressentais sur le moment, c'était le prix à payer pour protéger mon avenir. Au bout de 20 minutes, je suis remonté et j'ai découvert un message de Maria me demandant si j'étais disponible pour parler. Je l'ai rappelé, et elle m'a expliqué qu'elle avait terminé ses recherches sur la situation financière de la famille d'Aiki. Sa mère avait fait faillite il y a 7 ans et traînait encore d'importantes dettes de cartes de crédit, selon les registres publics auxquels Maria avait eu accès. Ça expliquait en partie la pression qu'Aiki devait ressentir pour assurer sa sécurité financière avec moi, même si ça ne justifiait rien. Maria m'a précisé que ce contexte familial pourrait être utile lors d'une éventuelle médiation pour mettre en avant un schéma de difficultés financières. Je l'ai remerciée et j'ai pris note de tout ce qu'elle venait de me dire. Le 3e jour, j'ai fait mes valises et quitté ma chambre d'hôtel dans l'après-midi, calculant mon retour pour arriver après avoir vu Jason quitter la maison sur les caméras de sécurité. Je me suis garé vers 16h et je suis rentré, sac de voyage à la main. Aiki est sorti de la cuisine et m'a pris dans ses bras, me demandant comment s'était passée la formation. Je lui ai servi des banalités sur des salles de réunion et des présentations PowerPoint inventées de toutes pièces. Elle semblait détendue, presque heureuse, sans doute rassurée que sa rencontre avec Jason soit passée inaperçue. On a préparé le dîner ensemble et elle m'a résumé sa journée, parlant ménage et émission télé, bien décidée à passer sous silence la visite de son amant. Le soir, quand on s'est couché, Aiki s'est rapprochée de moi et a posé sa main sur ma poitrine d'une façon qui ne laissait aucune place au doute. Je me suis légèrement écarté, prétextant l'épuisement du voyage et des journées de formation. Rien qu'à l'idée d'un contact physique avec elle, j'en avais la chair de poule. Comme si mon corps refusait de jouer le jeu, même si je faisais semblant de rien.
Elle a eu l'air blessée une seconde, mais n'a rien dit. S'est contentée de se retourner avant de s'endormir. Je suis resté là des heures à fixer le plafond, comptant les semaines jusqu'à la naissance du bébé, jusqu'au moment où je pourrais enfin en finir avec cette mascarade. Le lendemain matin, j'ai appelé Wallace pour fixer un rendez-vous afin de revoir les vidéos des caméras. Plus tard, dans son bureau, je lui ai montré les images de Jason arrivant, embrassant Aiki, passant la soirée chez nous. Wallace a tout regardé en détail, prenant des notes, et m'a confirmé que la présence de Jason, ajoutée aux historiques d'appels vidéo et à la déclaration écrite de Matt, dessinait un schéma clair d'infidélité répétée. Il m'a rappelé que dans notre État, l'adultère n'avait quasiment aucun poids dans une procédure de divorce, ce qui m'a frustré, car toutes ces preuves qui me semblaient capitales ne changeraient finalement pas grand-chose sur le plan légal. Le vrai sujet, ce serait la contestation de paternité et les éventuelles demandes financières d'Aiki en tant qu'épouse. Wallace a pris un bloc-notes et a commencé à rédiger ce qu'il a appelé un plan d'action post-naissance. Il m'a expliqué que ce plan prévoyait un test de paternité immédiat dès la naissance, le dépôt d'une demande de séparation légale dans la foulée des résultats et des requêtes provisoires concernant les biens et les finances. Le point le plus crucial, selon lui, c'était de ne surtout pas signer le moindre document de reconnaissance de paternité ou le certificat de naissance à l'hôpital. Il a insisté à plusieurs reprises. Je devais exiger un test ADN avant toute reconnaissance officielle, sous peine d'être reconnu père par défaut selon la loi de l'État. Il m'a prévenu que ce serait sûrement le moment le plus difficile, car Aiki sortirait à peine de l'accouchement et serait vulnérable, mais qu'il fallait impérativement tenir bon pour éviter toute reconnaissance automatique. J'ai acquiescé et pris note de tout, sentant peser sur moi la gravité de ce qui m'attendait. J'ai passé le reste de l'après-midi à éplucher les sites d'hôpitaux et les forums médicaux, cherchant tout ce que je pouvais sur les procédures de test de paternité. Les informations étaient simples. L'hôpital pouvait faire un prélèvement ADN juste après la naissance, avec un simple frottis buccal du bébé et du père présumé. Le délai standard était de 3 à 5 jours, ce qui me paraissait interminable à l'idée d'attendre dans cette incertitude, pendant qu'Aiki récupérait et que tout le monde me voyait déjà comme le père. Mais il existait une option express, avec un résultat en 24 à 48 heures, moyennant un supplément. Je n'ai pas hésité une seconde, c'était clairement ce que je comptais choisir. Le prix n'entrait plus du tout en ligne de compte face à l'angoisse de passer ne serait-ce qu'une journée de plus à douter, à faire semblant de me réjouir pour un enfant qui n'était peut-être pas le mien, pendant que la famille d'Aiki s'impatientait de me voir signer des documents m'engageant légalement envers le bébé d'un autre. J'ai sélectionné 3 laboratoires pour les tests et envoyé leurs coordonnées à Wallace par mail, lui demandant de vérifier lequel travaillait avec l'hôpital et s'il y avait des démarches à prévoir de mon côté. Sa réponse n'a pas tardé. Il m'a assuré qu'il prendrait contact directement avec l'hôpital pour organiser le test et veiller à ce que je n'ai aucun formulaire de reconnaissance de paternité à signer avant d'avoir les résultats en main. Lire son message m'a procuré un étrange soulagement, une impression d'agir enfin, de ne plus être uniquement spectateur de la situation. Ce même vendredi, la mère d'Aiki est arrivée pour le week-end, chargée de 2 valises et d'un gros sac plein de vêtements de bébé collectés ça et là. Je l'ai regardée depuis la cuisine, la voyant enlacer longuement Aiki sur le pas de la porte, débitant un japonais rapide pour lui dire combien elle était heureuse de la retrouver et à quel point son ventre avait pris du volume. Elles se sont installées dans le salon et je leur ai servi du thé, jouant au mari prévenant tout en observant d'un œil neuf leur façon d'interagir. Sa mère, comme toujours, avait ce côté autoritaire que j'avais remarqué sans jamais vraiment m'y attarder, posant sans cesse les mains sur le ventre d'Aiki et multipliant les conseils, que ce soit sur le sommeil ou sur ce qu'il fallait éviter de manger. Aiki, selon son humeur, réagissait parfois par un oui immédiat, parfois par une petite réplique ironique, et je voyais à quel point leur schéma relationnel était installé. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette manière qu'avait sa mère de garder continuellement les mains posées sur le ventre d'Aiki, attirée comme par un aimant par cette rondeur, tout en évitant soigneusement mon regard. Chaque fois que nos yeux se croisaient, elle détournait aussitôt la tête, et j'ai compris qu'elle n'arrivait pas à faire face à celui qu'elle avait aidé sa fille à tromper. J'ai pris sur moi, gardant un air neutre et leur apportant régulièrement de quoi grignoter, comme si je ne remarquais pas la culpabilité qui se lisait sur son visage à chacun de mes passages. Le samedi soir, Robert est venu dîner avec un rôti qu'il avait préparé, et nous nous sommes retrouvés tous les 4 autour de la table. Les conversations sont d'abord restées sur des banalités, la météo, un bricolage que Robert menait dans son garage, puis il a lancé un sujet qui a tout figé. Il avait commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois pour les futures études de son petit enfant et voulait savoir si nous avions des idées particulières sur la gestion du compte. Un silence glacial a envahi la pièce, juste rythmé par le bruit du couteau sur la planche. J'ai vu Aiki et sa mère échanger un regard lourd de sous-entendus, chacun comprenant que ce bébé n'était peut-être pas le petit-fils biologique de Robert, que toute cette gentillesse, toute cette anticipation reposait sur un mensonge. Soudain, le poids de leur secret m'a semblé dépasser ce qu'elle m'avait infligé à moi seul. Il touchait aussi Robert, cet homme généreux qui m'avait accueilli dans sa famille comme un fils. Pourtant, il continuait à parler du fond, à expliquer comment fonctionnaient les intérêts, demandant si nous souhaitions participer, sans soupçonner la tension qui planait sur la table.
Je me suis efforcé de répondre normalement, le remerciant pour sa générosité, lui promettant que nous contribuerions aussi dès la naissance. La mère d'Aiki s'est éclipsée un moment et j'ai vu briller des larmes dans ses yeux quand elle s'est levée. Après le repas, j'ai proposé à Robert de discuter travail, prétextant des questions de carrière. Nous sommes allés dans son garage, au milieu de l'odeur de sueur et de vernis, entouré de ses outils et de ses projets inachevés. Il m'a écouté avec attention pendant que j'inventais des interrogations sur l'évolution professionnelle, l'équilibre entre vie privée et ambition, me prodiguant avec chaleur des conseils sur la famille, l'importance de ne pas sacrifier l'essentiel pour la réussite. Là, debout parmi les outils, à l'entendre parler avec tant de sincérité, j'ai failli tout lui avouer. Les mots me brûlèrent les lèvres. Tout ce que je savais sur Aiki, sur Matt, sur les conversations en japonais où l'on se moquait de moi. Mais les recommandations de Wallace me sont revenues en mémoire. Il fallait garder le contrôle sur le moment et la façon de dire la vérité, ne pas se laisser emporter par l'émotion. J'ai donc enfoui la vérité au fond de moi, acquiesçant à ses conseils sur la famille, tout en sachant que, tôt ou tard, je serais obligé de briser son univers avec une révélation qui risquait de le détruire. Avant de retourner à table, il m'a tapé sur l'épaule en disant « Tu vas être un père formidable ». Et j'ai détourné la tête, feignant de m'intéresser à sa scie pour qu'il ne voie pas mon trouble. Les semaines suivantes, Aiki est entrée dans son 3e trimestre et tout est devenu beaucoup plus pénible pour elle. Elle se plaignait sans arrêt de douleurs dans le dos qui l'empêchèrent de dormir, d'avoir les chevilles gonflées au point de ne plus rentrer dans ses chaussures et d'une fatigue nerveuse due à l'insomnie. Je faisais mon possible pour l'aider, lui préparant des coussins chauffants, rajoutant des oreillers, veillant à son confort et à ce qu'elle ne manque de rien, mais je restais à distance sur le plan émotionnel, incapable de le lui cacher. Elle l'a bien senti et m'a souvent demandé si tout allait bien, si j'étais préoccupé par le travail ou si devenir père me faisait douter. À chaque fois, j'ai invoqué le stress du boulot ou la nervosité de l'arrivée du bébé, des raisons crédibles mais qui n'expliquaient pas vraiment la froideur qui s'était installée entre nous. En réalité, je n'arrivais plus à renouer avec elle. Je ne pouvais plus faire semblant d'être complice, ni même affectueux, après tout ce qu'elle avait fait et continuait de cacher. Chaque geste sonnait faux, chaque mot me paraissait joué, et tenir ce rôle me vidait plus que n'importe quel effort physique. Le cours de préparation à l'accouchement a eu lieu un mardi soir à l'hôpital, où Aiki devait accoucher. Nous étions installés en cercle avec 6 autres couples, pendant qu'une animatrice présentait différentes techniques de respiration et des positions utiles pour l'accouchement. Tout le monde affichait un enthousiasme sincère, presque complice. Pour ma part, j'avais l'impression de jouer un rôle, enchaînant gestes et postures sans y croire vraiment. À un moment, l'animatrice a invité les partenaires à s'exercer au toucher de soutien, nous expliquant comment appuyer sur le bas du dos pendant les contractions. J'ai posé les mains sur le dos d'Aiki avec une distance presque médicale, appliquant les consignes à la lettre mais sans y mettre le moindre sentiment. Elle s'est tournée vers moi, visiblement perplexe. Les autres couples riaient, plaisantant sur la peur de s'évanouir le jour J, tandis que leurs compagnes levaient les yeux au ciel avec tendresse. Moi, je suis resté en retrait, ne prenant la parole que quand on me sollicitait directement, et Aiki n'a cessé de me lancer des regards dont je n'arrivais pas à saisir le sens. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé encore une fois si tout allait bien et j'ai répondu « Je suis juste en train de digérer tout ça, ça fait beaucoup de responsabilités d'un coup ». Elle a semblé s'en contenter, a glissé sa main dans la mienne et je l'ai laissé faire tout en restant concentré sur la route. Le lundi suivant, Maria m'a appelé pour m'annoncer que son rapport d'enquête était prêt. Je l'ai retrouvée dans son bureau cet après-midi-là, où elle m'a remis un dossier soigneusement relié, exposant tous les éléments de façon claire et structurée. Le déroulement de la liaison d'Aiki avec Matt, les dates et lieux de leur rencontre, le virement de 5 000 $ versé par Matt avec, à l'appui, les relevés bancaires, la relation qui se poursuivait avec Jason, prouvée par les images de vidéosurveillance de la maison et l'historique des appels vidéo extraits de notre routeur. Les témoignages de Matt confirmant à la fois la liaison et le paiement, des enregistrements familiaux où Aiki et sa mère parlèrent de la tromperie en japonais, Maria avait tout compilé en un récit logique, prêt à être présenté à un juge si nécessaire, avec toutes les pièces justificatives à l'appui. J'ai feuilleté ces pages, partagées entre un soulagement amer et une tristesse profonde, en voyant la trahison de ma femme réduite à des listes et des horaires minutieusement consignés. Maria m'a rappelé que Wallace restait prudent avec les images de vidéosurveillance, m'expliquant que certains juges les voyaient d'un mauvais œil, même si elles étaient obtenues dans les règles. Mais elle avait mené son enquête avec sérieux, me donnant tout ce qu'il fallait pour me protéger juridiquement et financièrement. Cette semaine-là, je me suis rendu chez Devora pour une séance de thérapie et elle m'a posé une question qui m'a laissé sans voix. Qu'est-ce qui, à ce stade, pourrait vraiment vous satisfaire ? Je suis resté là, à chercher mes mots, et j'ai compris que, malgré tout, je ne voulais pas qu'Aiki souffre ou soit détruite. Je voulais juste être libre. Libéré de l'obligation d'élever l'enfant d'un autre, libéré de toute responsabilité financière envers quelqu'un qui m'avait trahi, libéré de ces conversations moqueuses en japonais censées m'échapper. Devora m'a aidé à mettre tout cela au clair, distinguant ce qui relevait de mes réels besoins de mes désirs de revanche. Elle a rappelé que collecter des preuves, c'était se protéger, pas se venger, et que cette différence comptait, tant sur le plan légal qu'émotionnel. À la fin de la séance, j'ai pu dire sans détour que je voulais une séparation propre, dans le respect de ma dignité, pas une humiliation publique.
Cette lucidité nouvelle m'a permis d'ajuster mon attitude avec Wallace, privilégiant la protection juridique plutôt que la mise en scène. Je suis sorti du cabinet de Devora plus posé que je ne l'avais été depuis longtemps, comme si, pour la première fois, je distinguais mes besoins véritables de ma colère. Ce soir-là, j'ai créé une nouvelle adresse email sécurisée et j'y ai transféré tous les documents importants, les relevés des comptes communs, les habitudes de dépenses d'Aiki depuis qu'elle avait quitté son travail, les images de Jason à la maison, le dossier complet de Maria, les notes de Wallace, le projet d'accord de séparation, tout ce qui pouvait s'avérer utile au cas où Aiki essaierait de faire disparaître des preuves en découvrant ce que je savais. J'ai partagé les accès avec Maria et Wallace, leur permettant de récupérer les fichiers si jamais mes comptes s'étaient rebloqués ou que je n'y avais plus accès moi-même. L'opération m'a pris plus d'1 heure à tout classer et vérifier en ligne, mais j'ai été soulagé de savoir que tout était sauvegardé. Wallace m'avait d'ailleurs mis en garde. Dès le début de la procédure, Aiki risquait d'essayer de me barrer l'accès aux comptes communs ou de cacher des biens, et cette archive servait d'assurance. À 2 semaines du terme, la maison était envahie de matériel pour bébé qui ressemblait à des accessoires de décor. J'ai passé un samedi après-midi à monter le lit à barreaux acheté par Robert, serrant les vis en sachant que je n'en profiterais probablement jamais. Le siège auto patientait encore dans son carton au garage, prêt à être installé. De minuscules habits étaient suspendus dans le placard, soigneusement classés par taille. J'accomplissais ces tâches machinalement, préparant un foyer pour un enfant que je n'élèverais pas, et ce décalage entre mes gestes et la réalité me plongeait dans une sorte de rêve éveillé où tout me paraissait factice. Aiki est entrée alors que je bricolais sur le lit, s'est arrêtée sur le seuil, la main sur son ventre. Elle m'a demandé si j'étais excité et j'ai répondu oui, d'un ton égal. Elle s'est approchée, a tenté de me câliner par derrière malgré son ventre arrondi, et je l'ai laissé me serrer, les yeux fixés sur le lit à moitié monté, en comptant les jours qui me séparèrent de la fin de cette comédie. J'ai reçu le mail de Wallace un jeudi matin, objet, document à examiner. J'ai ouvert la pièce jointe et passé 2 heures à déchiffrer un jargon juridique qui rendait tout beaucoup plus concret que des images de vidéosurveillance. La requête de séparation détaillait les raisons et demandait des mesures provisoires. Le document de contestation de paternité énonçait formellement mon refus de reconnaître l'enfant et exigeait un test ADN pour établir la filiation. Chaque paragraphe, d'une froideur méthodique, réduisait des mois de trahison à une succession d'articles et de considérants impersonnels. Je relisais, annotant les marges, corrigeant encore et toujours les tournures sur lesquelles Wallace m'avait demandé de repasser. Une section prévoyait que je ne sois pas redevable des frais médicaux liés à la grossesse ou à l'accouchement. Une autre sollicitait du tribunal qu'il empêche Aiki de vendre ou de planquer le moindre bien pendant la procédure. Une fois mes modifications apportées, j'ai tout renvoyé à Wallace, l'autorisant à déposer le dossier dès réception des résultats du test de paternité. Les papiers attendèrent dans un coin de son bureau, prêts à partir, ne manquant plus que la confirmation scientifique de ce que je savais déjà. 3 nuits plus tard, Aiki m'a tiré de mon sommeil en me secouant l'épaule. Crispée de douleur, elle m'a soufflé. Ça a commencé. J'ai aussitôt regardé l'heure. 2h17. J'ai noté la durée de la contraction suivante, puis de celle d'après, et constaté qu'elle revenait toutes les 7 minutes, comme on nous l'avait expliqué en cours de préparation. Je me suis levé, parcourant la maison avec une efficacité un peu fébrile, rassemblant son sac pour l'hôpital selon la liste qu'on avait rédigée des semaines plus tôt. Vêtements doux, nécessaires de toilette, chargeur, la petite tenue de sortie du bébé. Aiki s'agrippait au plan de travail de la salle de bain à chaque contraction. Je restais derrière elle, lui pressant le bas du dos comme on l'avait répété. Dès que la douleur passait, je l'aidais à rejoindre la voiture et prenais le volant, les 2 mains crispées. À la contraction suivante, elle a attrapé ma main, la serrant si fort que j'en ai perdu toute sensation. J'ai serré la sienne en retour, incapable, malgré tout ce qui s'était passé entre nous, d'ignorer sa souffrance. L'hôpital l'a prise en charge rapidement, l'installant en salle d'accouchement. Les contractions s'intensifiaient, se rapprochaient, et je restais près d'elle, l'aidant à respirer comme on nous l'avait appris. Les exercices de respiration s'avéraient précieux. Je comptais à voix haute pendant qu'elle se concentrait sur le rythme. Quand elle a réclamé des glaçons, je suis parti en chercher. Quand il lui fallait une infirmière, j'appelais. Quand le médecin est venu vérifier l'avancement du travail, j'ai demandé quelles étaient les options pour la douleur, sachant qu'Aiki voulait la péridurale. Autour de nous, l'équipe médicale allait et venait avec une efficacité rodée, scrutant le rythme cardiaque du bébé et les constantes d'Aiki. Vers 8h du matin, Robert et la mère d'Aiki sont arrivés. Robert m'a pris dans ses bras, m'a demandé comment elle tenait le coup et je lui ai fait un point précis sur la dilatation et la pose de la péridurale qui datait d'1 heure. On s'est alors retrouvés tous les 4 plongés dans une sorte de veille qui, vue de l'extérieur, aurait paru banale. Robert, calé dans un fauteuil, lisait les infos sur son téléphone. La mère d'Aiki restait près du lit, murmurant à sa fille en japonais. Moi, j'essuyais le front d'Aiki avec un linge frais, l'aidais à changer de position quand son dos la lançait. Plusieurs fois, je croisais le regard de Robert de l'autre côté de la pièce. La chaleur et la reconnaissance que j'y lisais me serraient le cœur, car je savais que cela ne durerait pas. Le bébé est né à 18h47, après 2 heures de poussée qui ont laissé Aiki exsangue, tremblante. Le médecin a déclaré en souriant « C'est un garçon », avant d'annoncer le poids, 3,3 kg.
L'équipe médicale l'a vite nettoyé avant de le poser sur la poitrine d'Aiki pour ce tout premier pot à pot. La pièce s'est emplie de larmes et de félicitations. Robert pleurait en prenant des photos, la mère d'Aiki s'exclamait en japonais sur la beauté du petit, les infirmières souriaient, saluaient le courage d'Aiki. Je restais en retrait, à l'écart du lit, spectateur de ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, mais qui ressemblait à un étrange réveil en demi-teinte. Le bébé poussait de petits cris, agitait ses mains minuscules. Aiki pleurait, souriait, bouleversé. Tout le monde était absorbé par la naissance. Personne ne remarqua que je ne me rapprochais pas, que je n'essayais pas de le toucher. Environ une demi-heure plus tard, après les premiers contrôles post-partum, une infirmière est arrivée avec un dossier sous le bras. Elle m'a adressé un sourire, a commencé à m'expliquer les démarches pour la déclaration de naissance en me montrant les cases à signer pour être reconnu comme père légal. J'ai regardé la feuille, puis elle, et j'ai dit calmement que je souhaitais organiser un test de paternité avant de m'engager sur quoi que ce soit. Ma voix était posée, mais mes mots ont retenti dans la pièce comme des cailloux jetés dans un étang. Aiki s'est tourné vers moi brusquement, soudain réveillé par une expression que je ne lui connaissais pas. Sa mère s'est mise à parler vite en japonais, demandant ce qui se passait. « Qu'est-ce que je viens de dire ?» Je me suis tourné vers elle et, d'un ton parfaitement fluide, je lui ai répondu en japonais que je voulais d'abord prouver la filiation avant d'assumer toute responsabilité légale. J'ai vu la couleur quitter son visage alors qu'elle comprenait que je n'avais rien perdu de leur conversation depuis des mois. Un silence dense a envahi la pièce, seulement troublé par les petits bruits du nourrisson. Aiki me fixait et j'ai vu la stupeur laisser place à la peur, puis à quelque chose de calculateur, tandis qu'elle tentait de deviner depuis combien de temps je savais et jusqu'où allaient mes certitudes. Sa mère, livide, s'accrochait au lit, comme pour ne pas tomber. Robert passait son regard de l'une à l'autre, totalement perdu, sentant que quelque chose clochait sans comprendre quoi. Je n'ai pas quitté Aiki des yeux et j'ai répété en anglais que j'exigeais un test de paternité, ce qui était mon droit en tant que père présumé. Ma voix est restée calme, détachée, ne trahissant rien des mois de soupçons et d'investigation. L'infirmière, embarrassée, manifestement prise au dépourvu par cette scène en pleine salle de naissance, a repris contenance et expliqué d'un ton professionnel que l'hôpital pouvait organiser un prélèvement ADN pour un test de paternité. Elle a sorti un autre formulaire et a détaillé la procédure, pendant qu'Aiki me fixait, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. L'infirmière m'a expliqué qu'il existait une procédure express pour obtenir les résultats en 24 à 48 heures, bien plus rapide que les 3 à 5 jours habituels. J'ai aussitôt précisé que je voulais le délai le plus court et que je paierais le supplément si nécessaire. Aiki s'est effondré en larmes et il m'était impossible de dire si c'était la fatigue, la douleur, la peur ou un vrai remords qui la submergeait. Sa mère lui parlait à nouveau en japonais, la pressant de questions sur ce qu'elle devait faire, mais je les ai complètement ignorées. L'infirmière, visiblement mal à l'aise, a annoncé qu'elle allait chercher le kit pour le test ADN et les formulaires de consentement. Elle est revenue une dizaine de minutes plus tard, avec 2 kits scellés sous le bras. Elle a pris le temps de tout m'expliquer, puis a frotté l'intérieur de la joue du bébé avant de refermer soigneusement l'échantillon, d'y apposer des étiquettes et ma signature en tant que témoin. Ensuite, elle a prélevé un échantillon dans ma bouche, qu'elle a également scellé. Les 2 tubes sont partis aussitôt dans une grande enveloppe à destination du laboratoire. J'ai signé tous les papiers nécessaires, apposé mes initiales là où il fallait pour attester que j'avais bien compris la marche à suivre et les coûts associés. Une fois la paperasse bouclée, j'ai dit à Aiki que je prendrais une chambre ailleurs le temps que les résultats arrivent, en précisant que j'avais déjà récupéré quelques affaires à la maison. Sa mère a tenté de me parler à nouveau en japonais, oubliant sans doute que je venais de révéler que je comprenais la langue, ou bien elle n'y faisait simplement plus attention dans la panique. Je ne lui ai prêté aucune attention et me suis tourné vers Robert. Je lui ai lancé « Robert, tu veux bien venir dans le couloir avec moi ?» Il a hoché la tête, m'a suivi hors de la salle d'accouchement, dans la lumière clinique du couloir de l'hôpital. Nous avons marché un peu à l'écart, puis je me suis arrêté et je lui ai expliqué aussi calmement que possible qu'il y avait un doute sur la paternité du bébé. Je ne me suis pas étendu sur les détails. Je lui ai simplement confié que j'avais des raisons de ne pas être certain d'en être le père biologique et que j'avais besoin d'en avoir la certitude avant d'assumer des responsabilités légales. Le visage de Robert s'est décomposé. Il s'est adossé au mur, comme si ses jambes menacèrent de le lâcher, a porté la main à sa bouche et fermé les yeux, accablé. Lorsqu'il les a rouverts, il m'a demandé sans détour s'il devait comprendre qu'Aiki m'avait trompé. J'ai répondu « Oui, j'ai des preuves d'une liaison et je pense que le père est Matt ». Il a refermé les yeux, pris quelques grandes inspirations pour essayer de retrouver son calme. Puis il m'a demandé si j'en étais sûr. Je lui ai parlé des conversations en japonais que j'avais surprises, de l'enquête du détective privé, de l'aveu de Matt à propos des 5 000 $ versés pour échapper à ses responsabilités. Je regardais Robert pendant que je parlais et je l'ai vu prendre 10 ans en quelques minutes. Ses épaules se sont affaissées, des rides se sont creusées autour de ses yeux et de sa bouche.
Quand j'ai eu fini, il est resté là, adossé au mur, le regard perdu au sol, tentant d'encaisser le fait que sa fille avait menti à tout le monde et que le petit-fils tant attendu n'était pas de lui. Ce soir-là, j'ai quitté l'hôpital pour rejoindre l'hôtel où je séjournais pour mon soi-disant déplacement professionnel. L'ambiance de la chambre avait changé, elle ne ressemblait plus à une cachette, mais plutôt à une salle d'attente suspendue à l'avenir. J'ai branché mon téléphone, ouvert mon ordinateur et créé un dossier prêt à accueillir les résultats du test de paternité. À peine avais-je terminé que mon téléphone a vibré. Un message d'Aiki me demandait où j'étais. Je lui ai répondu que j'avais besoin de prendre du recul et que je lui donnerais des nouvelles sur sa récupération. Elle a tenté de m'appeler 2 fois en 10 minutes, mais j'ai laissé sonner sans décrocher. Le 3e appel venait du téléphone de sa mère que j'ai bloqué sans même écouter. Vers 22h, Maria m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles et s'enquérir de mes besoins. Je lui ai répondu que tout allait bien, que j'attendais, et elle m'a promis de revenir vers moi le lendemain. Wallace m'a écrit pour confirmer que les papiers de séparation étaient prêts à être déposés dès la confirmation ADN, ajoutant un projet d'ordonnance provisoire pour le partage des biens et la protection du patrimoine. J'ai relu le jargon juridique à 3 reprises pour être sûr de tout comprendre. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel d'Aiki. J'ai coupé le son et posé l'appareil face contre la table de nuit. Au réveil, le lendemain matin, j'avais 7 appels manqués et une douzaine de messages. La plupart d'Aiki qui me suppliait de revenir et de parler, 2 de sa mère dans un anglais approximatif m'accusant de cruauté, 1 de Robert, inquiet pour moi et désirant parler dès que je me sentirais prêt. Je n'ai répondu qu'à Robert, le remerciant de son attention et lui promettant de l'appeler bientôt. J'ai passé la journée à travailler depuis l'hôtel, enchaînant les visioconférences en prenant soin d'orienter ma caméra pour ne rien laisser paraître de la chambre impersonnelle. Mon patron m'a demandé des nouvelles du bébé, je lui ai répondu qu'il y avait encore quelques complications à régler. Entre 2 réunions, je consultais mes mails toutes les 15 minutes, rafraîchissant la boîte de réception alors que je savais pertinemment que le laboratoire avait annoncé un délai minimum de 3 jours. Maria m'a appelé vers midi et j'ai décroché. Elle m'a demandé comment je tenais le coup. Je lui ai avoué franchement que j'étais complètement anesthésié. Elle m'a rassuré, me disant que c'était normal, que j'étais sous le choc et que l'attente était souvent plus éprouvante que la vérité elle-même. Je l'ai remerciée et elle a promis de me rappeler le lendemain. Aiki m'a écrit qu'elle avait peur et ne comprenait pas mon attitude. Je n'ai pas répondu. Sa mère a essayé un nouveau numéro, m'accusant de détruire la famille, que j'ai aussitôt bloqué. Wallace m'a appelé en soirée pour discuter du calendrier après réception des résultats. Il m'a expliqué que la signification aurait lieu dans les heures suivant le dépôt, qu'Aiki serait notifiée chez sa mère, là où elle se remettait. Il m'a demandé si j'étais prêt à affronter sa réaction, et j'ai répondu que oui. Le 3e jour, je me suis réveillé à 6h, presque sans avoir fermé l'œil. Avant même de poser un pied hors du lit, j'ai vérifié mes mails et je suis tombé dessus. L'objet affiché, résultat du test ADN. J'ai senti ma main trembler en ouvrant la pièce jointe. Le document, froid et officiel, alignait des tournures médicales sur les marqueurs génétiques et des probabilités, mais la conclusion, imprimée en gras tout en bas, ne laissait place à aucun doute. Selon l'analyse génétique, la probabilité de paternité est nulle. 0,001%, ce qui exclut formellement le testeur comme père biologique. Je suis resté assis là, au bord du lit de mon hôtel, à fixer l'écran. Je savais que ça finirait ainsi. Je m'y attendais depuis des semaines. Mais voir cette preuve scientifique noir sur blanc, c'était d'une brutalité que ni les vidéos de surveillance ni les rapports de détectives n'avaient atteinte. C'était une preuve qu'aucun juge ne remettrait en cause, celle qui me protégerait, qui officialiserait la fin de mon mariage et m'affranchirait de toute responsabilité envers cet enfant. Un soulagement immense m'a traversé, aussitôt suivi d'une peine profonde. C'étaient tous ces espoirs construits pendant 3 ans qui s'effondraient, le bébé que j'avais attendu, la famille que j'avais rêvée, tout n'était que mensonge. J'ai transféré le mail à Wallace, en écrivant seulement « déposé ». Je l'ai envoyé à Maria aussi, en la remerciant pour son aide. Puis je suis resté là, dans le silence de la chambre d'hôtel, et pour la première fois depuis le début, j'ai pleuré. 2 heures plus tard, Wallace m'a rappelé pour m'assurer que les papiers étaient déposés et qu'un huissier partait vers la maison de la mère d'Aiki. Il m'a dit que les documents couvraient la séparation légale, la contestation de paternité et la demande d'ordonnance provisoire. Aiki disposait de 30 jours pour répondre, mais l'audience serait fixée sous quinzaine. Il m'a demandé s'il devait être présent pour mon appel à Robert. J'ai répondu que non, que c'était à moi de le faire. J'ai affiché le numéro de Robert, passé 5 minutes à rassembler mon courage, puis j'ai appuyé sur « Appeler ». Il a décroché au 2e coup de fil. Je lui ai annoncé que les résultats étaient là et lui ai proposé de lui envoyer une copie. Sa voix était basse. Il m'a dit non, qu'il me croyait, qu'il n'avait pas besoin de chiffres. Je l'ai entendu respirer difficilement, puis sa voix s'est brisée. Il m'a demandé si j'étais sûr que Matt était le père. J'ai confirmé, expliquant que Matt avait reconnu la liaison et que l'argent avait servi à fuir ses responsabilités. Long silence, puis les sanglots de Robert. Il a fini par demander si j'allais prévenir Matt. J'ai répondu que j'y réfléchissais, que Matt méritait de savoir, mais que je doutais que ce soit à moi de le faire. Robert a murmuré qu'il comprenait, qu'il regrettait, qu'il avait élevé sa fille autrement et ne comprenait pas où il avait failli. Je l'ai rassuré, ce n'était pas sa faute, et j'ai dit que j'espérais qu'on resterait en contact.
Il m'a assuré que ce serait avec plaisir. Puis l'appel s'est terminé. 3 jours après la signification des papiers, Aiki m'a écrit pour demander si j'accepterais de la voir en face à face. J'ai accepté dans un café près de l'hôpital, endroit neutre où personne ne pourrait s'emporter. J'y suis allé en avance, me suis installé tout au fond, dos à la salle. Elle est arrivée un bon quart d'heure après, plus fragile que dans mon souvenir, le visage marqué, les vêtements flottants sur son corps encore éprouvé par l'accouchement. Elle m'a repéré, s'est avancée tout doucement et s'est assise en face de moi, sans un mot, les yeux rivés sur ses mains. J'ai attendu qu'elle parle, mais rien n'est venu. Alors j'ai pris la parole d'une voix calme. Je lui ai dit que je savais pour Matt, pour la liaison, pour les $5000 qu'il lui avait donnés. J'ai expliqué que je savais aussi pour Jason et pour tout ce qu'elle avait prévu pendant mes déplacements. J'ai évoqué chacune de ces conversations en japonais, où elle se moquait de moi, détaillant à sa mère comment elle comptait m'extorquer de l'argent. Son visage s'est vidé de toute couleur. Elle a ouvert la bouche, incapable d'émettre un son. Je n'en avais pas fini. Je lui ai dit que je comprenais tout ce qu'elle et sa mère disaient depuis le début, que je parlais couramment japonais, mais que je l'avais toujours caché par honte de ma période anime. Je lui ai dit que j'avais des enregistrements, des témoignages, et maintenant la preuve ADN que cet enfant n'était pas de moi. Elle a commencé par tout nier, prétendant que les enregistrements étaient truqués ou que j'avais mal compris. Je l'ai simplement regardé, sans dire un mot. Puis elle a tenté de minimiser, expliquant que Matt n'était qu'une erreur, que Jason n'était qu'un ami. Je suis resté impassible. Ensuite, elle a accusé sa mère, prétextant qu'elle l'avait poussée à agir ainsi pour sa sécurité financière. Toujours aucune réaction de ma part. Finalement, elle a fondu en larmes, suppliant, disant qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle regrettait, qu'elle m'aimait encore. Je l'ai laissée aller au bout de ses justifications, sans l'interrompre. Puis j'ai repris la parole. La procédure suivait son cours. Il n'était pas question que je reconnaisse cet enfant, et c'était à Matt d'assumer ses responsabilités. En pleurant, elle m'a demandé s'il restait la moindre chance, si on pouvait envisager une thérapie de couple, si je pouvais lui pardonner. Je lui ai répondu franchement, la confiance était brisée. Je ne pouvais pas rester marié à quelqu'un qui m'avait menti, qui s'était moqué de moi dans une langue qu'elle pensait que je ne comprenais pas, qui avait prévu de continuer à me soutirer de l'argent tout en voyant d'autres hommes. Elle a caché son visage dans ses mains et s'est effondrée en sanglots. Je me suis levé, j'ai laissé de quoi payer nos cafés et je suis parti. Le lendemain, j'ai contacté Matt via Maria en lui transmettant les résultats du test de paternité et les coordonnées d'Aiki par mail sécurisé. Je lui ai écrit que je ne voulais pas lui imposer quoi que ce soit, mais qu'il avait le droit de connaître la vérité sur son enfant. Je lui ai expliqué que j'avais officiellement renoncé à la paternité et qu'Aiki devait désormais s'adresser directement à lui pour toute question de soutien. Maria m'a transmis sa réponse 2 jours plus tard. Matt disait avoir besoin de temps pour digérer la nouvelle et consulter son avocat avant de prendre une décision. Il me remerciait de l'avoir mis au courant et s'excusait pour toute cette histoire. J'ai répondu, encore par l'intermédiaire de Maria, que je comprenais parfaitement et que je ne lui en voulais pas personnellement. Pour moi, ce qui touchait à l'histoire concernait uniquement lui et Aiki, et la pension alimentaire regardait lui et l'État. Tout cela était désormais derrière moi. 2 mois plus tard, je vivais dans un petit appartement modeste de l'autre côté de la ville, un 2 pièces lumineux avec un petit balcon. J'avais déménagé mes affaires pendant qu'Aiki était chez sa mère, n'emportant que ce qui m'appartenait et laissant tout le reste pour le bébé. Le divorce avançait lentement devant le tribunal, et Wallace m'annonçait qu'il faudrait sûrement encore plusieurs mois avant d'en voir le bout. J'allais chaque semaine en thérapie avec Devorah pour mettre des mots sur la trahison, le chagrin, la colère. Elle m'aidait à faire la part des choses entre la souffrance légitime et le désir de vengeance, à reconstruire une vie fondée sur l'honnêteté plutôt que sur le mensonge. Je m'étais inscrit à un cours avancé de japonais à la fac du quartier et j'osais enfin dire aux autres que je parlais la langue, en expliquant même pourquoi je l'avais cachée si longtemps. Mes camarades trouvaient mon histoire incroyable, et plusieurs d'entre eux m'ont suivi sur les réseaux sociaux après que j'en ai parlé. Avec Robert, on se retrouvait toutes les 2 semaines autour d'un café. 2 types qui partageaient le deuil et la trahison. On ne parlait presque jamais d'Aiki ou du bébé. On se contentait de partager ce silence plein de compréhension, celui de ceux qui ont vraiment perdu quelque chose. Notre relation ne serait plus jamais celle d'avant, à l'époque où il pensait que je deviendrais son gendre. Mais il y avait entre nous un respect sincère. Je n'étais pas encore complètement remis et certains jours restaient plus difficiles que d'autres. Il m'arrivait encore de me réveiller en colère, triste ou simplement vidé, mais j'étais enfin libre. Fini les manipulations, les railleries, les mensonges. Je bâtissais une vie dans laquelle je n'avais plus à me cacher, à jouer un rôle ou à faire semblant d'ignorer ce qui se passait. Cette liberté valait bien toutes les souffrances traversées pour l'atteindre. Voilà, c'est tout. Une histoire ordinaire finalement, mais de celles qui vous marquent. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici. N'hésite pas à revenir donner de tes nouvelles.